Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très honoré de venir à la Cinémathèque de Luxembourg, qui est un lieu que je découvre et qui est magnifique. Donc cette conférence, effectivement, j'ai décidé un petit peu de l'élargir légèrement pour resituer le film que vous allez voir et dont je parlerai dans un instant, Path of Glory, les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, pour essayer de le resituer justement dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de généalogie des films sur la Première Guerre mondiale, ce qu'on peut appeler aussi l'évolution de la représentation de la Grande Guerre au cinéma. Et donc, à titre un petit peu indicatif, je vous mets sur ce slide les 4 périodes qui existent, enfin qu'on peut repérer dans le corpus des films qui ont été réalisés sur ce sujet, et films encore une fois qui sont très, très nombreux. Il y a évidemment une première période dont je vais un petit peu parler rapidement, qui est la période contemporaine de la guerre. On l'oublie parfois, mais pendant la guerre elle-même, de très nombreux films ont été réalisés sur ce qu'on pourrait appeler une production patriotique, de nombreux films. Et ce premier ensemble, je le qualifierais un petit peu de phase héroïque et patriotique. Vous voyez que la chronologie déborde un petit peu la chronologie de la guerre elle-même, puisque certains de ces films continuent à être réalisés et surtout montrés, en France en particulier, jusqu'au début de l'année 1920. Il y aurait une deuxième période qui correspond grosso modo à l'entre-deux-guerres. C'est une phase qui est très différente déjà de la première, puisqu'on est plutôt dans une logique pacifique, c'est-à-dire que les films de guerre ne sont plus des films bellicistes, comme c'était le cas pendant la période du conflit, mais deviennent plutôt des films pacifiques, voire certains pacifistes, surtout à la fin des années 30. Et beaucoup de ces films sont réalisés dans un cadre qui est un peu le même que le nôtre en cette période de centenaire, puisque c'est un cadre commémoratif. Dans l'entre-deux-guerres, on va commémorer le 10e anniversaire notamment de la fin de cette grande guerre, et ça va donner lieu à des productions de films dans presque tous les pays. Et enfin, il y a une troisième phase, et c'est dans cet ensemble que figure le film que l'on va voir, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui est une phase évidemment qui débute un peu plus tardivement, parce que la Seconde Guerre mondiale va occulter, pourrait-on dire, la première. Et du coup, très peu de films sont réalisés sur la Première Guerre mondiale pendant la période de la Seconde, enfin il y en a quand même quelques-uns, notamment américains. Cette période, la troisième, donc, elle démarre véritablement avec le film qu'on va voir ce soir, avec le film de Stanley Kubrick, même s'il y a un ou deux exemples qui précèdent. C'est ce film qui, sans aucun doute, lance cette troisième phase que je qualifierais de critique, d'anticonformiste, de transgressif. C'est un peu la première fois que la Première Guerre mondiale au cinéma devient un sujet politique, je dirais, avec une vision de l'histoire qui est souvent très politisée, avec une dimension antimilitariste affirmée. Et enfin, il y aurait une quatrième phase dont on ne parlera pas, sur laquelle je n'insisterai pas, mais je vous l'indique uniquement pour que vous puissiez en prendre connaissance. C'est une phase où, je dirais, la Grande Guerre sert à questionner le monde contemporain, et surtout à partir des années 90, quand justement la guerre ressurgit en Europe, et précisément là où avait démarré la première, c'est-à-dire à Sarajevo, au moment de l'écroulement de l'ex-Yougoslavie. On disait souvent à cette époque-là de Sarajevo à Sarajevo, et on voit la Première Guerre mondiale qui justement pose souvent cette question de l'identité européenne, de sa fragilité, de la difficulté qu'elle aurait à se constituer. Et on passe souvent par la Première Guerre mondiale pour en parler. Il est frappant, je dirais, d'une manière générale, sur ces 4 périodes que je viens de décrire rapidement, de constater que la plupart du temps, il y a un décalage. Évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je le signale. La plupart des films, quelle que soit leur nationalité du reste, qui sont consacrés à cette Première Guerre mondiale, sont souvent en décalage par rapport à l'événement lui-même. Pendant la période de la Première Guerre mondiale, on constate que beaucoup de films ont tendance à la représenter à travers le prisme de guerres antérieures. La guerre de 1870, voire même parfois des guerres plus anciennes. On peut même parfois trouver dans certains films des références aux guerres napoléoniennes. Et ensuite, dans les décennies suivantes, ce qui est assez intéressant, c'est que ce conflit a souvent servi, pour les metteurs en scène, à parler de d'autres guerres.
soit des guerres qui étaient contemporaines, donc il était difficile de parler pour des raisons de censure ou autres, ou des conflits à venir. Il y a toute une série de films dans les années 70, dans le contexte de la guerre froide, avec les risques de guerre nucléaire, où on repasse par la Première Guerre mondiale pour évoquer éventuellement ce risque d'une nouvelle guerre qui serait encore plus atroce. Alors rapidement, parce que c'est quand même intéressant de voir comment les choses se mettent en place pendant cette première phase qui correspond à la période du conflit lui-même. Il faut, sans rentrer dans le détail, rappeler qu'à l'époque, il y a beaucoup de cinéma dans l'Europe entière, mais également évidemment aux États-Unis, et que la production est abondante. Si on prend le cas français, qui sera un peu celui sur lequel je vais m'attarder, en France, il y a évidemment la firme Pathé, qui est très connue, qui est presque l'équivalent, on dirait aujourd'hui, d'une multinationale, qui a des sociétés filières dans le monde entier, qui est très puissante, qui inonde le marché mondial. Et il y a de très nombreux cinémas, et dans ces cinémas, évidemment, on trouve différentes formes de spectacles, différents types de films. Et pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, on pourrait dire que pour la première fois, le cinématographe fait vraiment partie des formes de mobilisation moderne. Certes, ce n'est pas la première fois qu'il va être utilisé, ce n'est pas la première fois qu'on va représenter une guerre au cinéma, il y a déjà eu d'autres conflits, notamment les guerres balkaniques en 1912-1913, mais c'est vraiment la première fois qu'on va l'utiliser d'une manière assez massive, et pratiquement sous toutes ses formes. C'est-à-dire que chaque pays va se servir du cinéma, qu'il s'agisse du cinéma documentaire, du cinéma d'actualité ou du cinéma de fiction, pour légitimer, pourrait-on dire, son action. Alors si on regarde le cas des actualités, justement c'est très intéressant. Là vous avez une affiche justement de la société Pathé qui date de 1915 et qui fait, vous voyez, la promotion, la publicité de ces fameuses vues qui sont présentées comme des vues officielles, ce qui est vrai, puisqu'au départ, les opérateurs sont tous des opérateurs professionnels, mobilisés, et ils opèrent, comme vous le voyez, sous uniforme et sous contrôle militaire, mais les images sont ensuite montées et elles sont diffusées dans toutes les salles de cinéma après avoir obtenu un visa de censure. Là, je vous ai mis l'extrait d'une instruction qui donne une idée très claire des objectifs qu'on donne aussi à cette production d'actualité, en France, mais c'est vrai en Allemagne évidemment. Il faut donner une impression forte de la puissance matérielle ou morale de l'armée et de sa discipline. Donc, une idée à un moment donné que voilà, ces films tournés doivent contribuer à renforcer, je dirais, le discours dominant, qui est celui évidemment porté par les autorités qui mènent la guerre. Ce qu'il faut dire là aussi, toujours très rapidement, puisque je n'ai pas le temps de m'étendre, c'est que malgré les contraintes à la fois matérielles sur le terrain, malgré les contraintes, les contrôles, la censure, etc., de très nombreux films sont tournés, d'autant qu'il y a un autre objectif aussi, c'est lié au fait que, comme c'est indiqué sur le slide ici, qu'il y a une croyance à l'époque, qui peut nous paraître un peu naïve aujourd'hui, bien que peut-être pas, que ces images sont l'équivalent d'un témoignage fiable, beaucoup plus fiable que tous les autres documents. Donc, on va non seulement enregistrer des images pour alimenter ces fameux programmes dans les salles, pour les bandes d'actualité, voire les documentaires, mais on va également utiliser le cinéma pour constituer des archives de l'événement. C'est un peu la première fois qu'on a ce souci de constituer des archives de l'événement, des archives cinématographiques. Je vais vous montrer un premier, et un seul malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps, exemple de ces petits sujets d'actualité. Il se trouve que j'ai retrouvé l'affiche aussi du film. Donc ce film d'actualité s'appelait Nos poilus en Alsace, il date de 1915, c'est un des tout premiers qui a été réalisé par le service cinématographique de l'armée française. Et c'est assez caractéristique de ce type de reportage que l'on pouvait voir dans les cinémas à l'époque, peut-être que je peux éteindre. Donc l'opérateur est situé en arrière des lignes, il n'est pas sur le front lui-même, là il est dans un village. Alors évidemment, on a choisi de tourner en Alsace, les premiers reportages sont tournés en Alsace et sur le front lorrain aussi, parce que c'est symboliquement un lieu évidemment important, comme vous pouvez l'imaginer, et puis c'est un des rares secteurs du front aussi où les Français avancent un peu. Et donc on fait ce type de reportage où on montre des soldats qui reviennent du front. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur le front lui-même, on les voit revenir avec leur barda, leur équipement, ils ont l'air un peu fatigués, ils reviennent d'un séjour assez long en première ligne. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut lire sur leur visage justement un peu cette fatigue et le poids, pourrait-on dire aussi, de la guerre. Et ce qui est assez intéressant aussi dans ce film,
c'est qu'il y a ensuite des petites séquences qui documentent l'occupation du village dans lequel les soldats vont séjourner. C'est une sorte de cantonnement, hein, ils vont y passer quelques jours, et l'opérateur reste avec eux. Et il fait donc un sujet où il va documenter ce qu'ils font. En l'occurrence, là on les voit en train de laver leur linge ou de faire leur toilette. Et donc il y a une technique de filmage aussi qui est assez caractéristique de ces images de l'époque, qui découle un peu de la façon de filmer des opérateurs lumière, le plan, le panoramique ou le plan séquence. Autre chose intéressante également, des plans plus rapprochés sur des soldats. Là, il se trouve que c'est un soldat qui est médaillé, il a eu la Légion d'honneur, puisque c'est on l'a identifié, ce soldat, qui serait le premier soldat français à avoir remis le pied sur le territoire alsacien qui était occupé par les Allemands. Et donc, c'est très intéressant ce plan rapproché, quasi plan américain, d'un jeune soldat de l'époque, qui voilà, est un peu maladroit au départ devant la caméra et puis qui finit ensuite sans doute sur les conseils de l'opérateur par se mettre à sourire. Et là on va voir un deuxième plan, et là vous le reconnaissez, c'est l'affiche qu'on a vue, c'est-à-dire que la société Pathé, qui a ensuite monté et diffusé le film, avait fait une affiche à partir d'un des soldats qui avait été filmé par l'opérateur, en l'occurrence un cuistot semble-t-il, qui a un barda un peu particulier avec son moulin à café. Et donc il a été représenté sur l'affiche. Donc, cette production, elle est vraiment tout à fait intéressante. Évidemment, il y a, d'une manière générale, on pourrait dire qu'il s'agit d'une production qui vise à rassurer l'opinion publique, et au moins pour les films qui sont diffusés en France, et pour les films d'actualité qui sont diffusés dans les pays neutres ou qui sont commercialisés à l'étranger, évidemment, on insiste sur l'effort de guerre entrepris, aussi bien à l'avant, comme on dit à l'époque, qu'à l'arrière. Autre production très abondante à l'époque, c'est évidemment la production de films de fiction. Là aussi, progressivement, les pays belligérants, et là c'est vrai pour les Français dont je parle, vont commencer à s'intéresser à cette production qui existe déjà avant-guerre. Les films dits patriotiques, c'est presque un genre cinématographique, pourrait-on dire, qui existe depuis les débuts du cinématographe. Il y a de très nombreux films patriotiques qui existent notamment dans les années entre 1910 et 1914. Et donc les metteurs en scène, les sociétés de production et les metteurs en scène vont participer à ce que les historiens appellent aujourd'hui les cultures de guerre en réalisant un certain nombre de films. Bon là je vous ai mis quelques noms de cinéastes assez connus en France durant les années 10, notamment Louis Feuillade, qui est sans doute le plus connu, directeur artistique de chez Gaumont. Et donc, tous ces metteurs en scène, et bien d'autres, vont réaliser des films dont vous voyez par exemple une affiche ici. Donc évidemment, on est dans des représentations très allégoriques, avec le drapeau, la Marianne, la cathédrale de Reims en flammes, etc. Donc ces affiches de cinéma sont composées, et ces films, bien souvent, sont composés un petit peu comme sur le mode de l'allégorie patriotique. Autre thème qui est aussi assez présent dans les premiers drames patriotiques, c'est la mobilisation. Donc là, vous voyez sur cette affiche, avec une idée très forte qui est l'union sacrée. Évidemment, si vous regardez, vous allez retrouver le curé, l'instituteur, le militaire, l'ouvrier. Enfin, tout le monde est au coude à coude sur l'affiche, puisqu'on est effectivement dans l'idée que la mobilisation implique que toute la société soit au coude à coude pour se battre contre l'ennemi commun. Ces films patriotiques, ils sont très loin des réalités de la guerre, évidemment. Ils ont tendance à idéaliser l'événement tragique et les souffrances qu'il génère. Et on est beaucoup plus dans des processus d'héroïsation, y compris d'ailleurs, très intéressant, processus d'héroïsation des femmes. Bon, je ne pouvais pas tout montrer et tout dire, donc j'ai plutôt choisi quelques exemples concernant justement cette héroïsation des femmes, très intéressant, avec par exemple ici un photogramme d'un film qui subsiste encore aujourd'hui, qui s'appelle Une page de gloire, de Léonce Perret, et qui représente une jeune femme qui vient d'accoucher et qui veut absolument montrer son enfant à son mari, qui est mobilisé et qui va donc faire tout un périple pour le rejoindre vers les premières lignes au risque de sa vie, et qui finira donc par lui montrer ce nouveau-né. Le style de ces films patriotiques est souvent assez théâtral. Et là, si on revient un peu sur l'histoire du cinéma, ils sont fondés plutôt sur une logique qui est celle du cadrage plutôt que du montage. Le montage est assez simple souvent. Et on y retrouve aussi des figures très connues de l'époque, en particulier dans le film dont vous voyez ici le programme, Mère française, qui sort en 1917. Le rôle principal est tenu par la grande tragédienne Sarah Bernhardt,
que l'on voit ici dans un photogramme du film, qui joue le rôle d'une dame, une grande aristocrate, dont le mari et le fils sont mobilisés. Le mari est militaire de carrière et le fils est appelé. Et ces deux, son mari et son fils, vont périr, vont mourir, et elle se sacrifiera en devenant, elle, une infirmière qui se dévouera corps et âme pour essayer de sauver certains soldats français. Là, je vous montre un court extrait qui est justement la mobilisation. Tout à l'heure, on voyait l'affiche. Donc là, c'est au début de Mère française, de Louis Mercanton et René Herville, donc film de 1917, qui a eu un assez gros succès en France. C'est une séquence qui se situe au début du film, qui montre justement l'épisode de la mobilisation, souvent présenté de manière comme ça, comme un moment de joie. Bon, tous les historiens ont montré à quel point cette description qu'on trouvait dans un certain nombre de textes était plutôt fausse, et que la mobilisation a été accueillie avec beaucoup de résignation, mais pas tellement dans cette joie excessive que l'on pouvait voir dans certains documents, en particulier dans certains films. Le film est assez intéressant parce que c'est une mise en parallèle de plusieurs familles. Donc la famille aristocratique est un peu la famille la plus représentée dans le film, avec Sarah Bernard dans le rôle titre, mais il y a à côté une famille plus modeste, dont le fils est instituteur, et une famille paysanne. Donc il y a toujours cette idée, souvent dans ces films, de mettre en parallèle et en correspondance, pourrait-on dire, les différentes catégories sociales qui communiquent en fait dans l'effort commun, c'est-à-dire dans cette fameuse union sacrée. Le film, par ailleurs, est très intéressant aussi parce qu'il est tourné, comme on le voit assez nettement d'ailleurs sur cet extrait, en décor naturel. Il y a très peu de studios dans ce film, à part pour quelques plans d'intérieur. Donc c'est un film qui s'inscrit bien dans la veine réaliste du cinéma français des années 10, dans le cinéma de feuillade justement, ou d'Antoine, qui va commencer dans ces années-là. Et c'est même un des rares films français qui a pu être tourné, dont certaines scènes de guerre ont été tournées sur terrain militaire à proximité du front, ce qui était impossible pour la plupart des autres films français de l'époque. Donc, je suis désolé, je suis obligé d'aller un peu vite. Autre aspect dans cette période de la guerre elle-même, et c'est intéressant par rapport au film que l'on va regarder, c'est l'émergence d'un cinéma de guerre américain qui, lui, pour le coup, fonctionne selon des logiques très différentes du cinéma français ou du cinéma européen. Il est vrai que cette guerre industrielle et technologique va constituer pour les metteurs en scène américains une espèce de modèle de choix dans lequel ils vont expérimenter, pourrait-on dire, certains procédés de mise en scène. Et en particulier, ce qui là caractérise ce cinéma, c'est pas la dimension théâtrale et le travail sur le cadrage ou le surcadrage, comme on peut le voir dans les films français, mais c'est vraiment d'une part la spectacularisation de la guerre, ça c'est un concept qui est assez nouveau, et un travail sur le rythme et donc sur le découpage, le montage, avec une figuration de la violence aussi qui est très différente de ce qu'on peut trouver dans le cinéma français ou d'une manière générale dans le cinéma européen. C'est-à-dire que les Américains n'hésitent pas à montrer la guerre d'une manière très violente. Donc là, je vous ai mis 4 exemples de films un peu différents, évidemment, mais qui ont pour point commun d'être des films de guerre américains. Une citation de Louis Deluc, qui à l'époque, comme vous le savez sans doute, est un des premiers grands critiques français qui s'exprime et qui déjà développe une cinéphilie, pourrait-on dire, américaine très évidente. Il est passionné par le cinéma américain, il est sans arrêt en train de dire que c'est un cinéma qui prouve que le cinéma est un art, et donc vous voyez là, il défend aussi l'idée que ce cinéma propose une vision de la guerre qui serait complètement différente de celle que les films français donnaient jusqu'à présent. Alors ces films, là aussi, en allant vite, on pourrait dire qu'ils illustrent d'une manière assez évidente le slogan, un des slogans du président Wilson, qui a été repris dans pratiquement tous les supports de propagande du gouvernement américain de l'époque, c'est l'idée que les États-Unis vont sauver la civilisation contre la barbarie allemande. Donc c'est un thème qu'on retrouve de manière très évidente dans beaucoup de films américains qui arrivent en France, qui sont dont les titres changent, dont le montage parfois est également modifié. Et chose intéressante, la dimension justement violence de ces films, et parfois, sinon certains films d'ailleurs, américains seront censurés en France. C'est le cas d'Intolérance et naissance d'une nation de Dreyfus. Intolérance parce que c'est un film raciste, et à l'époque, en France, il y a des troupes coloniales, il y a des tirailleurs sénégalais, donc montrer un film aussi raciste, c'était considéré comme
donc il n'a pas été montré. Et intolérance aussi, à cause de l'épisode de la Saint-Barthélemy, parce que montrer des protestants et des catholiques qui sont en train de s'entretuer en pleine union sacrée, c'était pas non plus très bien vu. Donc là, je vous montre un court extrait de Cœur du Monde qui sortira à la toute fin de la guerre, justement dans cette idée de la représentation de la barbarie adverse, de la barbarie allemande et de la brutalité supposée sadique des soldats allemands qui occupent le nord de la France. Donc c'est Liliane Guiche qui joue le rôle principal. Ces procédés nouveaux en termes de rythme, etc., vont avoir un effet considérable sur le public et les spécialistes du cinéma français de l'époque, mais là aussi, ce sont des points d'histoire du cinéma que je ne peux pas développer. Donc la deuxième phase, elle, celle qui est commémorative et beaucoup plus pacifique, qui correspond à l'entre-deux-guerres, est également aussi beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va reconstituer pendant cette période, là, des années 20 et des années 30, des scènes de guerre qu'on n'avait pas pu filmer à l'époque, soit parce que techniquement c'était pas possible sur le champ de bataille, ou soit parce que c'était pas possible dans la fiction pour des raisons qui étaient liées à ces questions d'éthique que j'évoquais, ou des questions aussi qui pouvaient être liées tout simplement aux moyens de production qui n'étaient pas suffisants pendant la période de la guerre. Les Américains, eux, ont continué pendant toute la décennie, pendant les années 20, à faire des films de guerre, les films de Wellman, évidemment La Grande Parade de King Vidor, qui est un des films américains les plus célèbres de cette période, et un véritable chef-d'œuvre. Ces films développent aussi un style, on pourrait presque dire un genre cinématographique à part entière, qui est le film de guerre aérien, avec les batailles aériennes, qui vont donner voilà, une image là aussi de ces célèbres combats aériens, comme on n'avait pas pu les filmer et donc les montrer pendant la guerre elle-même. Là, c'est un extrait, un photogramme de Wings de Wellman. En France, les choses sont un peu différentes. On est beaucoup plus dans une perspective, je dirais, mémorielle et didactique. Il s'agit de faire des films réalistes qui vont montrer la guerre non pas pour la spectaculariser comme les Américains, mais pour, dit-on, renforcer la paix. C'est un peu paradoxal, mais on fait des films de guerre pour commémorer voilà, le 10e anniversaire de la bataille de Verdun, le 10e anniversaire de la fin de la guerre, mais il faut que ces films soient pacifistes, il faut qu'ils aillent dans le sens de ces fameux slogans de l'époque, plus jamais ça, la der des der, c'est-à-dire qu'ils aient une dimension pédagogique pour que les jeunes générations notamment ne renoncent définitivement à faire la guerre. Donc il y a des débats assez passionnants en France, hein, dans les revues ou dans certains journaux de l'époque. Là je vous ai mis une citation par exemple de Marcel Lapierre dans ce petit livre très intéressant qui s'appelle Le cinéma et la paix de 1932, où il dit enfin, on est dans l'idée, en fait, dans une espèce de croyance qui peut paraître un peu naïve rétrospectivement, mais qui était très sincère à l'époque, que le cinéma est vraiment le moyen de communication et d'expression qui peut permettre de rapprocher les peuples et qui, par conséquent, peut donner un coup d'arrêt, un coup mortel, dit Lapierre, au phénomène de la guerre. On assiste donc à une recherche de réalisme tout à fait intéressante. On tourne sur les lieux mêmes. C'est le cas du Verdun Vision d'Histoire de Léon Poirier, qui est un film célèbre, qui sera d'ailleurs montré en Allemagne, et qui présente plein de caractéristiques évidemment à la fois réalistes. C'est un film où il y a un travail qui est fait avec des anciens combattants, avec des témoins, avec des premiers historiens. On utilise le vrai matériel. C'est un film franco-allemand au sens propre du terme, puisque les Allemands sont joués par des acteurs allemands qui sont tous des anciens combattants, comme les Français. Chacun parle sa langue, c'est-à-dire que les intertitres sont en français et en allemand, et la représentation de l'adversaire est beaucoup moins belliciste,
elle ne l'est même plus du tout, que par rapport à la période précédente. Évidemment, la bataille de Verdun, c'est pas un hasard si ce film est consacré à cette bataille qui est déjà d'ores et déjà mythique, puisqu'elle est présentée un peu comme le symbole, pourrait-on dire, de la résistance de la nation tout entière. Ce traitement aussi cinématographique dans ces films, il vise, comme on le voit d'ailleurs sur l'affiche ici, qui réutilise, c'est une technique d'ailleurs qui est assez nouvelle, ce ne sont plus des affiches pour ce film, vous voyez, dessinées comme c'était le cas pour la période précédente, mais ce sont des photographes du film qui sont utilisés. On insiste sur la dimension documentaire. Hein, c'est une fiction, mais qui devient presque un document à part entière. Et on insiste aussi beaucoup sur le fait que, pour la première fois, on est vraiment avec les combattants. Que c'est un film qui permet de restituer le point de vue des combattants. Et Poirier, d'ailleurs, est un des premiers à essayer de réfléchir, il y en a d'autres qui le feront après, justement, à la capacité qu'a le cinéma à représenter la guerre d'une manière, justement, tout à fait singulière. D'autres metteurs en scène en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays lui emboîteront le pas. Je pense en particulier à Raymond Bernard avec son célèbre film Les Croix de Bois, mais on pourrait aussi citer Le Pape que vous allez passer, je crois, ici même, 4 de l'infanterie, film tout à fait remarquable avec un traitement du son notamment tout à fait extraordinaire. Il y a d'autres films aussi, y compris consacrés à la bataille de Verdun, notamment un Douaumont de Hans Paul, dont vous voyez ici l'affiche française. Donc il y a une version allemande de la bataille, si j'ose dire. Vous avez ici une autre affiche très intéressante, hein, justement, dans cette idée que ces films, qui peut paraître paradoxal, de faire des films de guerre qui vont provoquer, pense-t-on, l'horreur de la guerre. D'ailleurs, à l'époque, il y a des partis politiques qui sont farouchement contre cette. Je pense au Parti communiste qui lance des campagnes en France pour boycotter ce type de film. Au contraire, si certains spectateurs y vont, il faut protester, disent les communistes, face à ces films de guerre qu'ils considèrent dans tous les cas comme des films bellicistes. Autre exemple très intéressant de film allemand, le No Man's Land de Victor Trivas, qui avait été interdit en fait en Allemagne. Enfin qui sortait dans un premier temps en Allemagne et qui ensuite sera interdit évidemment par les nazis et qui connaîtra une seconde vie, si j'ose dire, en France et qui connaîtra un très très grand succès. C'est un film effectivement, alors là pour le coup qui n'est pas sur un mode réaliste mais beaucoup plus expressionniste. On arrive donc à la troisième période, qui est donc cette période plus transgressive, qui est celle qui débute après la Seconde Guerre mondiale et qui débute, me semble-t-il, vraiment avec le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, dont vous voyez ici l'affiche américaine. Alors, c'est un film qui présente tout un tas de caractéristiques qui en font un objet absolument à part, exceptionnel, extraordinaire. C'est une adaptation littéraire. Alors ça n'a rien d'original, puisque la plupart des films de guerre dont je vais parler et qui existent sur la Première Guerre mondiale sont des adaptations littéraires. Là, c'est un roman d'un Canadien, Fred Cobb, qui avait été écrit en 1935, qui a été adapté. Mais ce roman, et donc le film, porte sur un sujet particulier, qui est un sujet tabou, pourrait-on dire en France, qui est celui des fusillés pour l'exemple. Le livre et le film s'appuient notamment sur 3 affaires assez connues en France, hein, qui ont défrayer la chronique, y compris durant l'entre-deux-guerres, les fusillés de Soins, de Fliré et de Chaplan. C'est donc une histoire évidemment tout à fait particulière dont il était impossible de parler, en tous les cas au cinéma, auparavant. Et Kubrick décide donc de s'intéresser à ce sujet, non pas pour faire un film sur la Première Guerre mondiale, il ne connaît pas grand-chose à la Première Guerre mondiale, il le dira à maintes reprises, donc c'est lui ici avec son casque de GI sur la tête, dans une tranchée reconstituée dans les environs de Munich pour le tournage. Kubrick, à l'époque, c'est un très jeune metteur en scène, hein, c'est son 3e long métrage, il n'est pas très connu. Il a rencontré Kirk Douglas sur le tournage de Spartacus, ils sont devenus un peu amis, et puis il lui a fait lire le scénario, et Kirk Douglas s'est passionné pour cette histoire, puisque dans l'histoire, il y a un colonel, le fameux colonel Dax, qui est donc le personnage principal du film, qui est justement un personnage qui est un avocat dans le civil, qui va essayer dans l'univers militaire de cette Première Guerre mondiale de maintenir un semblant de justice. Puisque ces fameux fusillés pour l'exemple vont être, comme c'était le cas, jugés très sommairement par une cour martiale et condamnés d'avance quasiment pour être exécutés pour l'exemple, comme on vient
vient de le dire. Et ce colonel Dax va essayer de les défendre. Et donc Kirk Douglas se passionne pour ce personnage, à tel point d'ailleurs qu'il va être coproducteur du film, et qu'il va d'ailleurs convaincre United Artists de produire, parce qu'au départ personne ne veut produire ce film de Stanley Kubrick. C'est une œuvre charnière dans cette généalogie des représentations de la Première Guerre mondiale pour plusieurs raisons. D'abord, c'est, me semble-t-il, le premier film vraiment subversif. Bon, certes, en France, en 1948, il y avait eu Le Diable au corps d'Otan Lara, qui était un film assez subversif, mais qui traitait de l'arrière. Là, c'est le premier film qui traite des combattants, en fait, sur le mode de la subversion. Et c'est un film qu'il faut remettre dans son contexte pour le comprendre. Kubrick, en fait, au départ, il n'était pas totalement convaincu, il n'était pas sûr de vouloir faire un film sur la Première Guerre mondiale. Ce qui l'intéressait, lui, c'était la situation de l'époque avec la guerre de Corée et le rôle joué par l'armée américaine et d'une manière plus générale, dans le contexte de la guerre froide, des guerres de décolonisation. Il avait envie de dénoncer l'autoritarisme des militaires, les abus de pouvoir, la faiblesse du politique, disons, par rapport aux militaires. Et donc, il va choisir, pour dénoncer ces problèmes-là qui sont vraiment... voilà, c'est ça qui l'intéresse, il va choisir le roman de Fred Cobb et donc la Première Guerre mondiale. Et donc, il tourne son film en 1957, en Allemagne, donc à côté de Munich. Et très vite, quand le film va sortir aux États-Unis, il va être repéré, enfin, avant même de sortir aux États-Unis, il va être repéré par le consul général de France de Los Angeles, qui se trouve être l'écrivain Romain Gary. Romain Gary a été nommé par le général de Gaulle à ce poste honorifique parce qu'il a fait partie, il était compagnon de la Libération. C'est plutôt un écrivain progressiste. Et il est ami avec la femme de Kirk Douglas, qui est française. Et il est invité à ce titre-là, et au titre aussi de ses fonctions, à l'avant-première du film, en janvier 1958. 1957, non, 1958. Et il découvre un film avec stupeur qui, dit-il, parce qu'il va écrire des courriers officiels qu'on retrouve dans les archives du ministère des Affaires étrangères à Paris, il écrit tout un tas de lettres à ses supérieurs, au ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre, leur disant qu'il est absolument scandalisé par ce film, qu'il considère comme un film anti-français. Il le lit, en fait, ce film, comme s'inscrivant dans une propagande générale qui se développe aux États-Unis à ce moment-là contre la France. On est en pleine guerre d'Algérie. Évidemment, les Américains ont une position un petit peu ambiguë par rapport au rôle de la France en Algérie. Et donc, il dit, voilà, c'est une tentative parmi d'autres pour attaquer l'armée française et pour atteindre je dirais, l'image de marque de la France. Donc, ça va déclencher cette réaction de Romain Gary, les courriers officiels qu'il va écrire, ça va déclencher une véritable affaire d'État, mais qui reste évidemment peu connue à l'époque. Mais pour vous donner une idée, c'est remonté au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État en France, jusqu'à la présidence de la République. Et par exemple, les Français ont essayé de faire pression sur les Américains de différentes façons pour faire interdire le film, non seulement en France, mais dans d'autres pays. Puisque, par exemple, à cette époque-là, les Américains renégocient en France les accords Bloomberg, qui sont les quotas en fait, de films américains diffusés en France. Et bien, dans la négociation, les sentiers de la gloire sont là, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, on peut peut-être envisager une augmentation des quotas selon voilà, tel ou tel critère, mais il faut absolument empêcher ce film, Les Sentiers de la gloire, de sortir. Bref, ça va donner lieu à des négociations très importantes qui vont conduire finalement United Artists à refuser, à renoncer plus exactement, à présenter le film à la commission de censure. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été censuré officiellement. United Artists a tout simplement renoncé à le déposer à la commission de censure française. Il faudra attendre 1975 en fait pour qu'il sorte en France. Et comme le film sort dans d'autres pays, et en particulier en Belgique, ce qui va provoquer beaucoup de problèmes, puisque le film suscite même des manifestations, il y a des échauffourées à Bruxelles, à la sortie de la salle, etc., parce qu'il y a des associations de défense des officiers français qui vont protester, etc. Le gouvernement français obtient que ce texte, là, que vous avez à l'écran, soit inséré au début du générique du film, comme une sorte comme ça d'annonce pour essayer de prévenir le spectateur et nuancer en quelque sorte la portée du film.
Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, sachant que, après, quand on examine le film, et vous allez le voir, il y a des aspects effectivement qui peuvent être discutables du point de vue historique, mais là, Kubrick s'en est très souvent expliqué. Il y a beaucoup de contre-vérités, il y a beaucoup de libertés qui sont prises avec l'histoire. Il n'a pas du tout eu le souci de l'authenticité, il s'en moquait un peu, Kubrick. Par contre, il y a quelque chose de très nouveau quand même dans le film, sur le plan de la représentation de la guerre elle-même, c'est la représentation de l'assaut, qui est filmée d'une façon, bon, c'est généralement une séquence phare dans pratiquement tous les films de guerre sur la Première Guerre mondiale, et la séquence de l'assaut dans le film de Kubrick est effectivement une séquence extrêmement dynamique, avec des travelling, avec l'usage du zoom, c'est un peu la première fois qu'on utilise aussi le zoom, et avec une bande-son assez extraordinaire, assez incroyable, qui va d'ailleurs être repiquée à de très nombreuses reprises ensuite. La plupart des documentaires qui ont été faits jusqu'à une époque assez récente ont sonorisé les images muettes de l'époque avec les extraits de la bande-son du film de Kubrick. Et l'autre séquence phare, je dirais, de ce film, elle est en lien direct avec cette question des fusillés pour l'exemple, c'est la cour martiale, filmée dans ce château bavarois. Alors là aussi, ça a fait jaser, parce que ce château n'avait rien de français, disait-on, et que c'était presque une provocation d'avoir tourné cette scène dans un château allemand. Et évidemment, le décor, là, pour Kubrick, est très intéressant parce que c'est un contraste. Il y a une vision très marxiste de l'histoire dans ce film. Il y a une opposition radicale entre ce champ de bataille qu'on voyait tout à l'heure, la boue sur le No Man's Land, etc., et le faste de ce château dans lequel vivent les officiers supérieurs, le général Miro, qui est celui qui a commandé donc cette offensive et qui a décidé, parce qu'elle a échoué, de choisir 3 soldats qui vont être jugés sommairement, condamnés à mort et exécutés pour en faire des exemples. Ce général, voilà, vit dans un espèce de luxe démentiel, alors que ces hommes, évidemment, côtoient la vermine en permanence. Donc il y a une espèce de vision comme ça complètement binaire, qui est très marxiste, et qui est évidemment très intéressante et assez nouvelle. C'est pour ça que le film, je le disais, a une dimension politique absolument évidente. Et ce film, donc, que vous allez voir, il faudra attendre 17 ans pour qu'il soit enfin projeté dans des cinémas en France. Ça correspond en 1975 à une situation politique, là aussi, qu'il faut évoquer pour comprendre. Giscard d'Estaing a été élu président de la République un an auparavant, et il a supprimé la censure cinématographique à l'époque. Donc il y a une espèce de vent comme ça, un peu, bien que ce soit un gouvernement de droite, de démocratisation et de libéralisation sur le plan culturel. Et donc c'est à ce moment-là que le film va du coup être montré. Par contre, il faudra attendre encore quelques années, c'est-à-dire quasiment 20 ans de plus, pour qu'il soit diffusé à la télévision, puisqu'il passera en 1995. Donc c'est un film, ce film que vous allez voir, Paths of Glory, Les Sentiers de la Gloire, qui apporte la preuve, encore une fois, me semble-t-il, de l'audace et de l'indéniable originalité du cinéma américain par rapport à ce sujet. Même si, évidemment, toujours, les Américains, et c'est le cas dans ce film que vous allez voir, prennent une liberté avec l'histoire qui est souvent contestée et qui est souvent, voilà, qui est un point comme ça de discussion chez certains puristes ou même chez certains critiques. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que cette liberté qu'ils prennent fait sens et que la distance qu'ils créent finalement par rapport à l'événement, par rapport à la guerre elle-même, à la Grande Guerre, fait sens au regard de l'époque dans laquelle le film est réalisé. Et c'est cette tension, cette correspondance, disons, entre l'événement historique et l'interprétation qu'on en fait pour parler du présent, qui fait, me semble-t-il, la grande originalité, bien souvent, des films américains. Et Kubrick, à ce titre, vraiment se situe dans la lignée de ses illustres prédécesseurs, parce que quand on regarde dans l'histoire du cinéma américain, on se rend compte que pratiquement tous les grands metteurs en scène ont fait un film sur la Première Guerre mondiale. Là, j'ai indiqué ceux des années 10 et des années 20, mais on pourrait y ajouter Ford, Walsh, Hawks et bien d'autres. Donc la plupart des metteurs en scène américains ont fait un film sur la Première Guerre mondiale, et Kubrick donc s'inscrit dans cette généalogie, pourrait-on dire, et c'est un film, encore une fois, qui apporte beaucoup, et qui a servi d'ailleurs de référent, soit direct ou indirect, à bien d'autres films. Là, je vous ai mis 3 exemples de films qui seront réalisés au cours des 2 décennies suivantes, et je crois que vous allez voir metteur en scène, qui est certes encore un peu jeune à ce moment-là, et le film a peut-être quelques défauts de cette jeunesse, mais en même temps, qui est une sorte, comme je le disais, de film charnière, de film très important pour
toutes les raisons que j'ai essayé d'évoquer un petit peu rapidement devant vous, et je vous prie de m'en excuser, et je vous souhaite surtout une excellente projection. Merci beaucoup.